Terrain social. Hugues Chevarin. Cécile Bonneau. Cécile Bonneau est doctorante en économie à la Paris School of Economics. Elle est co-auteure du rapport de l'Institut des politiques publiques visant à saisir l'évolution du recrutement des classes préparatoires et des grandes écoles depuis le milieu des années 2000. Toutes les grandes écoles affichent leur ouverture à la diversité. Mais sont-elles toujours la chasse gardée des classes les plus aisées ? Cette persistance des inégalités sociales, territoriales, de genre nécessite-t-elle des politiques plus ambitieuses, un recours massif à la discrimination positive ? Terrain social se demande, à l'aune de ce rapport, s'il ne faut pas repenser tout l'édifice. Terrain social. Bonjour Cécile Bonneau. Bonjour. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond au royaume des grandes écoles ? Alors, ce qu'on observe dans ce rapport, c'est en effet une forte persistance des inégalités sur la décennie qu'on étudie, donc 2006-2016, dans toutes les dimensions, que ce soit des inégalités d'origine sociale, géographique et également une forte sous-représentation des filles. Et malgré le fait que depuis la signature en 2005 de la charte pour l'égalité des chances, de nombreux dispositifs d'ouverture sociale aient été mis en place, on observe en fait aucune évolution dans le recrutement de ces grandes écoles. Les classes sociales les plus déshéritées sont complètement sous-représentées, mais ce qui m'étonne, c'est le peu de progression de la représentation des classes moyennes. Est-ce que vous avez une explication de ça ? On observe que les catégories qui sont largement surreprésentées, c'est uniquement les catégories très favorisées. Donc définies à partir des catégories socio-professionnelles de leurs parents. Ce sont donc les enfants de cadres, de professions intellectuelles, libérales ou de chefs d'entreprise. Et toutes les autres catégories, donc les individus issus de milieux sociaux défavorisés, mais également les individus issus de classes moyennes ou favorisées, sont sous-représentés dans ces formations sélectives par rapport à la place qu'ils représentent dans la population. Pour donner peut-être juste quelques chiffres, les individus d'origine sociale très favorisés, en 2016-2017, ils représentent 64% des élèves de grande école et 85% des plus sélectifs d'entre elles, donc HEC, Polytechnique et l'École normale supérieure, alors qu'ils ne représentent que 23% de la population. Et à l'inverse, ceux qui viennent de milieux défavorisés ne sont que 9% dans les grandes écoles, alors qu'ils représentent 36% de la population. Donc en fait, cette sous-représentation des catégories défavorisées et des classes moyennes, elle s'explique par le fait qu'on a en parallèle une énorme surreprésentation des catégories très favorisées. Ce que vous nous dites, c'est que il y a un état d'entre-soi social dans ces grandes écoles qui n'a en rien évolué depuis qu'on a tenté l'ouverture. Oui, c'est ça. En fait, on remarque que c'est extrêmement stable sur les 10 années de recrutement. Je disais 64%. En fait, voilà, c'est entre 64 et 65% d'élèves issus de milieux sociaux très favorisés. Malgré ces divers dispositifs d'ouverture qui sont en fait très variés, il y a à la fois en amont l'accompagnement de lycéens ou de collégiens qui sont scolarisés en milieu défavorisé. Il y a la mise en place de voies d'admission parallèles sur dossier, par exemple, pour des écoles qui recrutaient principalement sur concours, afin de recruter des étudiants qui ne viennent pas de classes préparatoires. Il y a des dispositifs de soutien, mais en fait, ces dispositifs, ils n'ont pas parvenu à changer la composition sociale de ces écoles. Ce qui laisse à penser que, en fait, les étudiants qui sont admis par exemple sur dossier et non pas sur concours, ils ont en fait un profil social qui est très proche de ceux qui sont admis sur concours. Les moyens mis en place pour tenter cette démocratisation ressemblent fort à quelques sparadraps, on va dire, sur une maladie qui est bien plus grave. Alors, j'aimerais qu'on avance sur la question, alors là, très préoccupante et très étonnante,
des inégalités territoriales. Il y a un véritable fossé territorial en France sur la question du recrutement dans les grandes écoles. Suite à de nombreux travaux sur cette question, les inégalités sociales étaient quand même déjà documentées, même si en général les travaux se concentraient sur quelques grandes écoles ou reposaient sur des données d'enquête. Mais en effet, les inégalités géographiques étaient quand même peut-être un peu moins connues. Et on remarque en effet de très fortes disparités, que ce soit à l'échelle de toute la France. En général, ce sont les départements qui comportent des grosses métropoles qui ont des taux d'accès plus élevés. Et même au niveau de l'Île-de-France, la carte est assez frappante puisqu'on a 14% des élèves scolarisés en troisième en 2005-2006 à Paris qui vont accéder à une grande école contre seulement 4% de ceux scolarisés en Seine-Saint-Denis. Et c'est encore plus inégalitaire pour l'accès aux grandes écoles les plus sélectives, avec 3,5% des Parisiens et seulement 0,4% des élèves venant de Seine-Saint-Denis. Donc en effet, on a vraiment une très forte des très fortes disparités territoriales, et c'est un problème quand on regarde aussi les grandes écoles les plus sélectives comme l'École normale supérieure, Polytechnique ou HEC. On remarque qu'en fait la moitié de leurs étudiants viennent de Paris ou d'Île-de-France. C'est même 26% de Parisiens, alors que les Parisiens ne représentent que 2,6% de cette cohorte d'âge. Donc il y a vraiment une large surreprésentation de Parisiens, de Franciliens qui font que les élèves de ces écoles ne sont pas à l'image de l'ensemble de la société française. Est-ce que ça veut dire que le territoire français est mal doté des filières qui mènent aux grandes écoles ? Oui, donc il y a déjà en effet une partie qui s'explique par la répartition géographique des filières sélectives, puisqu'il y a une forte surreprésentation des prépas, des grandes écoles à Paris et en Île-de-France, et encore plus des grandes écoles les plus sélectives. Donc, en effet, si on veut pouvoir rééquilibrer un peu ceci, on peut penser que c'est très important d'avoir une offre plus équilibrée sur l'ensemble du territoire. Après, comme la réputation d'une grande prépa, d'une grande école mettent longtemps à se construire, à court terme, c'est quand même difficile comme levier d'action que de changer complètement le paysage national en termes de ces filières. Alors, après avoir questionné les aspects sociaux, les aspects territoriaux, on va continuer dans le millefeuille des difficultés, si je puis dire. Il y a évidemment, il faut soulever cette question, les inégalités de genre, et évidemment la question de la place des filles dans l'accès aux grandes écoles. Oui, en effet, c'est une troisième dimension des inégalités. Et là, alors contrairement aux deux autres, il y a vraiment des fortes différences en fonction des filières. Mais c'est vrai qu'au niveau global, on a quand même eu cette forte sous-représentation, puisque les filles, elles représentent 55% des étudiants de niveau Bac+3 à Bac+5, mais seulement 42% des étudiants de grandes écoles, 37% des grandes écoles les plus sélectives et 26% des écoles d'ingénieurs. Donc en effet, le problème, il vient principalement les filles sont largement sous-représentées, surtout en école d'ingénieurs, et notamment dans les plus sélectives d'entre elles, où elles ne représentent que 21%. C'est quelque chose qu'on retrouve en amont, puisque les filles sont aussi beaucoup moins nombreuses en prépa scientifique et technologique, où elles représentent seulement 14% des effectifs. Mais contrairement aux autres types d'inégalités, c'est quelque chose qu'on n'explique absolument pas par les performances scolaires. C'est-à-dire que les filles, compte tenu de leur performance scolaire au collège et au lycée, devraient normalement accéder plus aux grandes écoles, et qu'en fait, elles y accèdent moins. Alors, est-ce à dire que les vieilles lunes d'un monde masculiniste perdurent jusque dans les grandes écoles ? Du moins, c'est le reflet d'une société. Oui, alors après, il y a certains types de grandes écoles où les filles sont surreprésentées. Les instituts d'études politiques, certaines écoles spécialisées, et en école de commerce, c'est assez équilibré, donc c'est vraiment varié. C'est aussi lié au fait que les écoles d'ingénieurs et les prépas scientifiques représentent une grosse part
des grandes écoles. Et comme les filles sont sous-représentées dans ces filières-là, au niveau global, ça fait cette sous-représentation. Mais après, il y a en effet le fait qu'il y a sûrement des phénomènes de stéréotypes de genre ou d'autocensure qui jouent et qui conduisent les filles à se détourner de ces filières sélectives et compétitives. Est-ce qu'il y a dès l'école, c'est-à-dire avant même les filières menant aux grandes écoles, un problème d'orientation ? Alors, en effet, c'est des choses qui se jouent en amont, et quand il y avait encore les séries du baccalauréat, on peut voir que déjà, dès l'entrée en première S, les filles étaient moins présentes dans les filières scientifiques, et comme il faut absolument avoir fait une filière scientifique pour aller en classe préparatoire scientifique, et même dans les autres classes préparatoires, les élèves issus de terminales scientifiques étaient majoritaires. En effet, ça peut se jouer en amont au niveau de l'orientation. Et maintenant, on peut imaginer qu'avec la réforme du baccalauréat et la suppression des filières, ça va peut-être changer un petit peu les choses, mais les filles continuent à être sous-représentées dans les disciplines scientifiques. Cette année, elles ne représentent que 13% des effectifs des élèves en sciences de l'ingénieur, par exemple. Après, c'est vraiment difficile de savoir comment influencer les préférences individuelles. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Il y a des chercheurs de l'école d'économie de Paris qui ont évalué des interventions qui consistent à faire intervenir dans les lycées en classe de seconde et de terminale S des femmes scientifiques ayant eu des carrières plutôt brillantes, afin de jouer un rôle modèle et d'inciter les filles à poursuivre des études scientifiques. Et ça a un effet positif très fort en fait sur la part des filles de terminale S qui va s'inscrire en prépa scientifique. Donc ce genre d'intervention peut avoir un effet là-dessus. Quelles sont selon vous les principales mesures qui doivent être prises, tant du point de vue social, territorial et, on va dire, de genre? À votre avis, dans quel ordre ça doit s'opérer? Et faut-il remettre en cause l'ensemble de l'édifice? Alors, en effet, il faut vraiment... en tout cas, il faut remettre en cause l'approche qui a été faite jusqu'à présent en termes d'ouverture sociale, parce que les grandes écoles en parlent beaucoup, mais en fait ça apparaît plutôt comme un foisonnement d'initiatives de petite ampleur qui n'a pas vraiment été coordonné au niveau national, et en fait ça touche très peu de monde. Les cordées de la réussite par exemple, c'est seulement 1,5% des lycéens et collégiens chaque année, donc c'est trop faible pour avoir un réel impact sur l'ensemble de l'accès aux grandes écoles. Alors après, il y a différents leviers d'action, comme il y a différents problèmes, il y a entre guillemets différentes solutions, notamment pour limiter les barrières financières. On peut penser qu'il faudrait revaloriser les bourses, notamment pour les boursiers qui sont d'échelon élevé. Pour ce qui est des inégalités géographiques, rééquilibrer l'offre sur le territoire national, mais à court terme, anonymiser le lycée d'origine lors des recrutements ou proposer des aides à la mobilité plus importantes. Et en effet, comme vous le disiez, on peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les dispositifs de discrimination positive qui pourraient être mis en place. Donc là, certaines grandes écoles très sélectives ont proposé de mettre en place des points bonus aux élèves boursiers. C'est une proposition qui est louable, mais qui ne pourra pas vraiment avoir de réel impact tant que la proportion d'élèves défavorisés en classe préparatoire reste très faible. Donc une initiative qui pourrait être à suivre, c'est le fait qu'il existe depuis Parcoursup des quotas de boursiers pour l'admission dans les diverses filières de l'enseignement supérieur, mais il faudrait en fait qu'il soit situé à un niveau plus ambitieux que ce n'est le cas actuellement, puisque actuellement c'est situé en fonction de la proportion de boursiers parmi les candidats aux filières. Or, s'il y a déjà peu de boursiers parmi les candidats, ça ne peut pas vraiment avoir d'impact. Il faudrait les situer à un niveau sensiblement plus élevé. Et des quotas sur l'origine géographique pourraient également être envisagés afin d'avoir un meilleur accès des différentes régions à ces filières sélectives. Est-ce que selon vous, les verrous de résistance qui existent au sein de ces grandes écoles ont sauté dans un premier temps? Est-ce que cette réflexion se mène déjà dans les écoles même?
Alors je pense qu'en effet c'est quelque chose qui préoccupe sincèrement les écoles, d'où la mise en place de divers dispositifs. Après, en fonction de l'ampleur que ça prend, c'est vraiment pas forcément suffisant pour vraiment changer la donne. Qu'est-ce qui paraît être le chantier principal afin de faire que cette démocratisation... J'avais un exemple qu'on n'a pas abordé, mais sur la question de la régionalisation des grandes écoles, le fait de les expédier en province, est-ce que ça changerait quelque chose ? Alors oui, on peut penser en effet que déjà parce que pour certains qui viennent de régions éloignées de Paris par exemple, ça peut vraiment être un frein à accéder à ces filières, même ne serait-ce pour simplement accéder à l'information. Il y a quand même une offre pléthorique de formations. Parcoursup a ouvert et je crois qu'il y a 17 000 formations recensées. Donc c'est vraiment difficile et très complexe de s'orienter dans toutes ces filières. Et donc avoir des filières qui seraient présentes sur tout le territoire, ça permettrait peut-être en effet cela. On peut le voir notamment par le fait que quand on étudie les inégalités géographiques, on le fait aussi à un niveau fin qui est celui du lycée d'origine. Et on a une très forte concentration des élèves en fonction du lycée d'origine. Par exemple, il y a la moitié des élèves de grande école qui viennent de seulement 17% des lycées généraux et technologiques. Et en fait, cette concentration, elle est un peu plus forte dans les écoles qui ne sont présentes majoritairement en région parisienne et un peu moins forte dans les écoles d'ingénieurs. Donc on peut en effet penser que le fait que les écoles d'ingénieurs soient plus présentes sur le territoire, ça permet à des élèves venant de régions variées d'accéder à ces formations. C'est plus facile quand on a une école à côté de chez soi. Mais à court terme, c'est quand même compliqué de délocaliser les écoles parce qu'une réputation d'école ça met longtemps à se construire et du coup à court terme d'autres leviers tels que les aides à la mobilité, la mise en place de quotas d'admission géographiques ou l'anonymisation du lycée sont sûrement à privilégier. Merci Cécile Bonneau. Je rappelle que vous êtes doctorante en économie à la Paris School of Economics et co-auteur du rapport « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ?» de l'Institut des politiques publiques. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.